Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 11 décembre et à la une de cette édition, ce matin s'est tenu au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana le second comité de pilotage de la piste longue de l'aéroport. Ce comité, présidé par le préfet et le président du conseil départemental, aura permis de lancer la totalité des marchés concernant la réalisation de cette nouvelle piste. Au cœur des discussions, la longueur de l'infrastructure, son orientation ou encore les questions concernant l'acheminement des matériaux de construction. Compte rendu des échanges dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. Le président du conseil départemental ainsi que le préfet ont présidé aujourd'hui le second comité de pilotage de la piste longue. Si les discussions se sont déroulées à huis clos, à la sortie de cette réunion, le préfet avait une annonce forte à faire à la population concernant la piste longue de l'aéroport. Le profil de la piste sera arrêté définitivement en octobre prochain, au mois d'octobre prochain, conformément encore une fois au planning arrêté. Les études seront, c'est-à-dire les travaux préparatoires seront toutes terminées. Donc la piste longue sera bel et bien réalisée à Mayotte. Les travaux pourront débuter, sauf un aléa exceptionnel, notamment climatique, mais qu'aujourd'hui évidemment nous ne subissons pas. Les travaux pourront débuter au tout début de l'année 2023. Plusieurs sujets auront été abordés lors de ce comité et notamment celui de l'orientation de la piste ou encore de sa longueur. Jean-François Colombet a surtout insisté sur la question des matériaux qui sera cruciale. Nous avons également abordé la question extrêmement importante des matériaux et là aussi les études vont bon train pour déterminer précisément quels sont les gisements de matériaux qui seront mobilisés, les carrières existantes, les carrières à venir, le recyclage de matériaux issus de différents chantiers ou de démolition et quels sont les modes d'acheminement des matériaux sur le chantier qui seront décidés. Modes d'acheminement qui naturellement devront tout à la fois préserver le milieu naturel et la tranquillité des gens qui vivent à proximité du chantier ou qui sont sur les circuits d'acheminement. Le préfet aura affirmé que la transparence sera totale concernant ce projet et que les documents pourront être accessibles à tous. Concernant le financement de la piste, si rien n'est définitif, des certitudes existent toutefois. S'agissant des investissements, on a un coût approximatif qui est de l'ordre de 250 millions d'euros. Ce coût approximatif, évidemment, sera affiné au fur et à mesure que les études seront rendues. Le conseil départemental a délibéré et a décidé de financer ce projet à hauteur de 80 millions d'euros. Évidemment, je le redis, la piste longue, ça sera un ouvrage d'État. Donc l'État financera. Jean-François Colombet aura ajouté qu'il était impossible de donner une date de livraison à l'heure actuelle. Tout en étant prudent, le préfet aura tout de même avoué que le scénario de la piste convergente était plus que privilégié. Le prochain comité de pilotage aura lieu avant la fin du premier semestre 2021. Un mot de santé dans votre 19h. Vendredi dernier, nous vous proposions une plongée dans l'unité opérationnelle des Grands Brûlés au CHM. L'occasion de mettre en avant le travail extraordinaire des membres de cette équipe de professionnels. Mayotte est en effet le second service en termes d'affluence de patients en France. Une charge de travail liée notamment aux accords passés avec l'Union des Comores. Écoutons plutôt Mira Salim au micro de Patrick Millan. Le service de chirurgie réparatrice de Mayotte, en termes de gestion des pansements brûlés, est le deuxième centre de France. C'est-à-dire que nous, on se situe dans la gestion des pansements, on se situe juste en dessous du centre de Lyon. Donc on a une capacité de 3000 pansements à peu près an, tout patient confondu, avec les 3 pansements par semaine par patient. Ça nous fait en moyenne 300 pansements à l'année. Tu peux nous rappeler combien vous êtes dans cette unité ? 3 infirmières, 3 aides-soignantes et 3 chirurgiens plasticiens quand tout va bien. Notre service travaille dans le cadre de la coopération interrégionale avec les Comores, enfin l'archipel des Comores. Donc on reçoit régulièrement des patients en Evassan. Ils nous envoient les dossiers par mail avec les photos, le compte-rendu médical. Et si on est en capacité d'accueillir l'enfant dans de bonnes conditions et de pouvoir faire quelque chose pour lui, enfin en tout cas le patient, parce qu'il n'y a pas que des enfants, on reçoit le patient et via cette coopération et on fait le travail qu'il y a à faire.
Tout autre sujet maintenant. Pour la première fois, un data center va ouvrir ses portes sur un territoire d'outre-mer. Et c'est Mayotte qui a cet honneur. Il sera installé sur les hauteurs de Mamoudzou et devrait entrer en service d'ici 2022. Très utile aux entreprises, ce complexe high-tech et hyper sécurisé va leur permettre de stocker leurs données informatiques à l'heure où les cybermenaces sont fortes et les enjeux de sécurité des données omniprésents. Un sujet signé Ivan Rakotovao. Un bâtiment futuriste pour stocker les données numériques à Mayotte. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Ce data center, le premier d'outre-mer, verra le jour sur les hauteurs de Mamoudzou. On a voulu faire quelque chose d'assez sexy, j'ai envie de dire, d'assez emblématique en plein milieu de Mamoudzou. On est sur des formes qui sont assez élancées, qui s'intègrent bien dans l'environnement. Et on est sur un site qu'on va essayer de conserver. On ne va pas trop le dénaturer, donc on va conserver de la verdure en fait en extérieur. Ça va être un peu notre côté, notre côté tropical. Le data center lui-même sera un véritable bunker en béton armé, capable de résister aux aléas climatiques et aux séismes. Il sera cependant de taille modeste, avec une superficie de 500 mètres carrés. C'est un data center de proximité, à ne pas confondre, comme ça peut être souvent le cas, avec les gros data centers internationaux à vocation internationale qu'on peut voir, hein, qui font plusieurs milliers de mètres carrés, qui sont très spacieux et qui demandent des performances encore plus élevées. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un data center de proximité, comme il y en a de plus en plus maintenant dans les zones urbaines, qui viennent soutenir en fait des besoins très locaux, très territoriaux. Et les besoins se trouvent justement en contrebas, à Kaweni par exemple, où les entreprises trouveront dans ce data center un espace sécurisé pour stocker les données numériques à l'heure où nos données personnelles sont devenues un enjeu de souveraineté. On est dans un contexte où on utilise de plus en plus le numérique, dans un contexte effectivement de cybercriminalité. Et donc du coup, il y a effectivement une tendance en fait à ce que en France, on dispose de nos propres capacités d'hébergement. Qui répondent à un certain niveau de normes. Beaucoup reste à faire avant de voir le data center se dresser sur Mamoudzou. Des solutions innovantes de refroidissement des serveurs notamment sont envisagées afin de réduire la consommation de ce complexe énergivore. L'ouverture est prévue en 2022. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment les premières journées portes ouvertes de l'école régionale des métiers de la mode ou encore 2 conventions signées entre l'AFD et la mairie de Ouangani. Au montage, Leslie Vumenet. Hier, le Sénat a débattu d'une proposition de loi relative aux langues régionales. À cette occasion, le sénateur Hassani Abdallah a voulu faire reconnaître le shimaoré et le kibushi comme langue et culture régionale appartenant au patrimoine de la France, afin qu'elles puissent être enseignées tout au long de la scolarité à l'égal des autres langues régionales du pays. Le parlementaire a obtenu à l'unanimité l'abrogation d'un article du Code de l'éducation rendant inapplicable à Mayotte le fait que les langues et cultures régionales appartiennent au patrimoine français. Partout ailleurs, leur enseignement est favorisé, prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales. La balle est désormais dans le camp de l'Assemblée nationale qui doit examiner la proposition de loi en seconde lecture. Hier, Youssouf Hamdi, le maire de Ouangani, et Yves Raja, le directeur de l'Agence française de développement de Mayotte, ont signé 2 conventions de préfinancement. L'une concerne 6 subventions d'État pour 5,4 millions d'euros et l'autre de 650 160 euros sur l'attribution du fonds de compensation de la TVA. Ces conventions visent à apporter la trésorerie nécessaire à la commune pour réaliser des projets d'aménagement majeurs subventionnés par l'État, comme l'adressage des rues, la construction et la rénovation des écoles ou encore la création de réfectoires. L'AFD a également annoncé à la commune le lancement d'un accompagnement global en prospective financière, en diagnostic organisationnel et sur l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement assorti d'un programme pluriannuel d'investissement entièrement pris en charge par l'AFD. Cette étude devrait démarrer début 2021. L'école régionale des métiers de la mode a ouvert ses portes à sa première promotion d'étudiants. Une promotion qui évolue au sein de la formation vêtements flous dans le département mode et confection. Les prochaines formations à venir seront esthétique, cosmétique et parfumerie. La cordonnerie et la maroquinerie suivront par la suite. Afin de mieux présenter ce projet, les toutes premières journées portes ouvertes sont organisées les vendredis 18 et samedi 19 décembre de 9h30 à 17h aux vitrines de Mgombani. L'occasion de découvrir le campus ainsi que l'avancée des travaux des jeunes étudiants.
Curieux futurs étudiants, parents, tout le monde est convié pour rencontrer et échanger avec les enseignants, les étudiants et l'équipe pédagogique de l'école qui seront présents pour répondre à toutes les questions. Ils présenteront notamment le premier cycle, les filières, les échanges dans la région, livreront les renseignements pratiques sur les procédures d'admission, le logement ou encore les bourses. Ces 2 journées seront l'occasion de découvrir un lieu de créativité, un mode d'enseignement différent et de nombreux métiers. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.